Hi everyone, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo sur les temps. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais celle-ci sera beaucoup plus complète, donc plus longue. Donc je vais commencer par le présent simple. Donc le présent simple, c'est simple, ça sert à parler d'une habitude, d'une routine. Donc on met bien le S à la troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier, c'est il, elle, he, she, it. Ok. Donc ce sera pareil pour la forme négative. À la forme négative, on utilise l'auxiliaire don't, qui devient doesn't. He, she, it, doesn't. Et à la forme interrogative, le do se transforme en does dans la troisième personne du singulier. Does he, she, it. Et ensuite, on met le verbe. Donc voilà, ça c'est pour le présent simple. Normalement, ça devrait aller. Pour la prononciation, il y a 3 prononciations du S final. Donc on le prononce soit se, the ou bien is. Ça dépend des consonnes en fait juste avant le S final. Donc ça, il y a des règles à connaître. Donc si votre mot se termine par une consonne sourde comme f, que, p, t ou bien th, eh bien le S final va se prononcer s. He coughs. Il tousse, he coughs. He writes. Voyez, donc ça ce sont des règles à apprendre par cœur. Généralement pour les gens qui aiment vraiment bien l'anglais et qui en font souvent, ça devient naturel. En fait, on n'a même plus besoin de connaître la règle, mais il faut quand même s'y coller quand on démarre. Donc quand le mot se termine par un S et qu'il se prononce the, eh bien généralement ce sont après les consonnes b, de, g, le, me, in, na, v. Par exemple, he comes, she brings, he loves, she nods, etc. Et ensuite, on prononce is après les consonnes chuintantes ou sifflantes telles que s, ch, ch, j, z, g. Par exemple, he misses, she washes, it pleases, etc. Donc ça, c'est vraiment pour le présent simple. Rien de compliqué jusque-là. Ensuite, le présent en ing qui a aussi le nom de présent progressif ou le présent continu. Voilà, il y a plusieurs noms qui sont donnés au présent en ing. Moi, je l'appelle présent en ing ou présent continu. Present progressive, donc celui-ci, il sert à parler d'une action qui est en train de se faire. En français, nous, on utilise le présent, on peut dire il est en train de faire ça, il fait ça, il n'y a pas de problème. On utilise le présent simple. Or, en anglais, on a 2 temps pour le présent simple pour une habitude, une routine, et le présent continu en ing pour une action qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour les Français qui apprennent l'anglais, c'est que y a beaucoup plus de nuances en anglais. Ça nous permet d'être plus précis. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette langue qui va plus peut-être dans les détails, qui selon moi va plus dans les détails. Voilà, c'est tout. C'est un feeling. Donc voilà, le présent en ing, le présent progressif, il sert à parler d'une action qui est en train de se faire. On l'utilise aussi pour les descriptions d'images. Et il peut aussi avoir un sens de futur. On l'utilise aussi si on veut montrer une certaine irritation. Par exemple, il est toujours en train de se plaindre. He's always complaining. On mettra du présent continu. Donc, pour un futur programmé, c'est-à-dire décidé par le sujet, je vais par exemple... je vais à la plage cet après-midi. I'm going to the beach this afternoon. Parce que c'est programmé, c'est vraiment décidé par moi-même. Donc le présent en ing, c'est be qu'on conjugue avec le verbe en ing. Tout simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme temps? On a le prétérit. Le prétérit, donc le simple past,
le passé simple. Donc celui-ci, on l'utilise pour une action qui est datée, terminée, qui n'a plus de conséquences, de lien avec le présent. Voilà. Donc quand on l'utilise en langue écrite, on peut l'associer à du passé simple en français. Et quand on l'utilise en langue parlée, généralement on peut le transcrire par du passé composé. Pour le prétérit, soit c'est un verbe régulier, on lui ajoute ed à la fin. Par exemple, arrive. Ah, arrive, ça se termine par un e, donc on a juste à ajouter d. Ou bien c'est un verbe irrégulier, et donc là, il faut apprendre vos fameuses listes. Mais après, vous êtes tranquille. Donc voilà, pour le prétérit. Comment ça fonctionne, comment ça se forme, eh bien, je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos à ce sujet. Je pense que c'est bien expliqué. Donc, on l'utilise aussi dans des expressions, le prétérit, on l'utilise aussi dans des expressions comme I wish. I wish he called more often. Donc, ici, j'aimerais bien qu'il m'appelle plus souvent. Comme c'est un souhait, ce n'est pas réel, on utilise le prétérit ici, qui est plus modal, qui est plus dans le sens ce n'est pas une action réelle, il ne m'appelle pas vraiment souvent, c'est un souhait. Du coup, on utilise le prétérit pour marquer cette nuance d'irréel. Donc après l'expression I wish, on mettra du prétérit. C'est pareil pour if only, les expressions avec if only, si seulement il pouvait venir. If only he came. Comme ce n'est pas réel, il n'est pas là, il ne peut pas venir, je mets du prétérit pour insister sur cette nuance. Donc ça c'est pour le prétérit. Ensuite on a le present perfect. Ah non, avant le present perfect on a le past, the past progressive. Alors le prétérit progressif ou le prétérit en ing. En fait c'est l'auxiliaire be au passé plus le verbe en ing. Donc je vous explique par exemple, j'étais en train de cuisiner, I was cooking. C'est comme le présent ing, mais au passé. I was cooking when you arrived. J'étais en train de cuisiner quand tu es arrivé. Voilà. Donc ça exprime une action qui était en train de se passer et qui est soudainement interrompue par une action plus brève au prétérit simple. Donc ça sert à exprimer l'aspect inaccompli d'une action. Ça peut aussi exprimer l'irritation de celui qui parle. You were always asking for ice cream. Tu étais tout le temps en train de demander après de la glace, voilà, par exemple. Ou bien, quand on veut être hyper poli, on peut l'utiliser aussi. I was wondering what you were doing. Je me demandais ce que tu étais en train de faire. Voilà, on est un peu plus poli avec le past continuous. Ensuite, le present perfect. Alors là, plus gros morceau, difficile, parce qu'en français, on n'a pas du tout ça, le present perfect, qui est utilisé dans un certain nombre de cas. Généralement, c'est une action passée qui a encore un lien avec le présent. Present perfect. Situation passée, parfait. Et une action qui est dans le présent avec I have. Donc on a l'auxiliaire have plus le participe passé. Participe passé, soit c'est un verbe régulier, on lui ajoute ed ou bien d selon la terminaison, ou bien c'est la troisième colonne des verbes irréguliers. Pour le present perfect, oui, on peut avoir une conséquence dans le présent d'une action passée. Par exemple, she has left her bag on the bus. She has left her bag on the bus. Elle a laissé son sac dans le bus, donc elle a un problème aujourd'hui à l'école, elle n'a pas ses livres. On peut l'utiliser avec just, une action qui vient juste de se passer. He has just forgotten his keys. Il vient juste d'oublier ses clés. He has just broken the window. Il vient juste de casser la fenêtre. Une action avec just, present perfect. On peut aussi l'utiliser avec les adverbes comme always, never, yet, already, so far, lately, recently. Donc tout ça, ça va être avec du present perfect. On peut aussi l'utiliser avec des expressions comme it's the first time. It's the first time I've come to New York. C'est la première fois que je viens à New York.
It's the first time I've come to New York. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, donc une action passée, jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Je venais pas à New York. On peut aussi utiliser le present perfect pour un état de fait ayant débuté dans le passé et qui se poursuit maintenant. Par exemple, I've known him for many years now. Donc, je le connais depuis très longtemps, action qui a débuté dans le passé, qui continue maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? I've lived in Paris for 3 years now. Donc, je vis à Paris depuis 3 ans. Donc là, une action passée qui continue dans le présent. Donc ça, c'est present perfect. Ensuite, on a le present perfect progressive. Donc, le present perfect en ing ou continu. Donc là, ce sera have plus been plus votre verbe en ing. Par exemple, I've been working for hours. Donc, je travaille depuis des heures. Dans ce cas-là, vous noterez qu'il y a une certaine irritation avec ing. Je l'avais déjà dit précédemment. La différence entre I've worked for hours, I've been working for hours, avec ing, on est un peu plus dans le commentaire. Voilà, ça fait vraiment longtemps. Donc, on insiste plus sur l'action que sur le résultat avec le present perfect progressive. Ensuite, on a le past perfect qui correspond à notre plus que parfait. Donc, ce sera have au passé plus le participe passé du verbe. Par exemple, we had arrived late. Nous étions arrivés en retard. We had arrived late. Donc, on l'utilise par rapport à un moment précis du passé. Il sert à exprimer une action accomplie dans un passé encore plus ancien. They hadn't received my letter. Ils n'avaient pas reçu ma lettre. Voilà. On peut aussi avoir le past perfect en ing progressif. Donc, la have au passé plus been plus verbe en ing. Par exemple, they had been going out before we met them. Ils étaient sortis, beaucoup sortis, avant que nous fassions leur rencontre. Donc, dans ce cas-là, c'est pour une action répétée dans un passé antérieur au temps de l'action principale du récit. Donc là, c'est un peu plus compliqué, Ou bien, on peut aussi dire « We'd been trying to get in touch for days ». Donc, ça faisait des jours que nous essayions de les contacter. C'est un peu plus technique. La différence entre for and since. For plus une durée, since plus un point de départ. Ensuite, finalement, on a l'expression du futur. Donc, l'expression du futur, on n'a pas de temps futur en anglais. On a plusieurs façons de l'exprimer. On aura shall, will. Shall est devenu un peu plus désuet que will. Donc, will, c'est vraiment beaucoup plus utilisé que shall maintenant. On peut utiliser shall surtout dans les questions à la première personne du singulier. Généralement, c'est pour faire une suggestion, demander un conseil. Shall I come tomorrow? On est un peu plus poli. Ensuite, on a be going to. I'm going to read a book. Je vais lire un livre. Donc, en fait, be going to, ça traduit le je vais faire quelque chose. Voilà. Donc, c'est vraiment un futur proche. Il exprime aussi une prédiction. Si vous voyez des nuages noirs, gris au loin, vous allez prédire qu'il va pleuvoir. It's going to rain because I can see dark clouds in the distance. Ok. Ensuite, on a be plus ing qui exprime aussi le futur. Donc, une action à venir, un projet qui résulte d'une décision qui a été prise. Par exemple, we are getting married. On va se marier parce que vraiment, c'est un projet, ça a été mûrement réfléchi. Voilà, c'est une décision qui a été prise en commun. On peut utiliser aussi le présent simple pour exprimer le futur.
Généralement, c'est une action programmée, un emploi du temps, toujours le même. Par exemple, le train qui part toujours à la même heure, hein. On y croit. Tous les jours, the train leaves at 8 tomorrow. Le train va partir à 8 heures demain, parce que normalement, c'est toujours les mêmes horaires qui reviennent. Ensuite, on a be to, par exemple. I am to see him this afternoon. Donc, ici, to be to, ça veut dire je vais le rencontrer, je dois le rencontrer. Projection dans le futur. On a aussi be about to. I am about to see him. Ça, be about to, ça exprime l'imminence. Ça arrive vraiment très bientôt. Et enfin, on a may, qui est un modal, qui exprime l'éventualité, donc le futur. En fait, il exprime il se peut que. I may come tomorrow. Il se peut que je vienne demain. Voilà. Je m'arrête ici pour cette vidéo qui reprend pas mal bien les temps. J'espère avoir été claire et je vous dis à bientôt. Bye bye.